aujourd'hui, d'abord, j'espère que le cocktail n'a pas été trop rapidement pris par vous. Donc, merci d'être revenu nous voir. Et donc, je me présente, je m'appelle Georgette Péjou. Je suis garante de la Commission nationale du débat public, dont nous avons le président ici, accompagné par Caroline Verkoff et Isabelle Barthes. Merci à eux d'être présents. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que notre fin de soirée va se dérouler. Alors, nous allons avoir une première partie consacrée à la table ronde. Je vais vous présenter les invités qui ont bien voulu accepter de faire ce témoignage ce soir. Ça va durer à peu près 3/4 d'heure. Et ensuite, donc on n'interrompt pas, hein, et ensuite on aura 3/4 d'heure pour des questions. On lève la main et en fonction vous allez avoir un micro qui va circuler. Ça vous va comme règle du jeu? Bien. Alors, je vais vous présenter les intervenants de ce soir. Vous nous excuserez parce que vous le voyez, la parité n'y est pas. Mais nous avons une dame et je vous avoue que franchement, elle va largement compenser. Alors, on a Madame Cheruette, qui est présidente de l'association Estuaires pour tous, Monsieur Lebas, qui est chef de mission littorale, agence de l'eau à Dour-Garonne, Monsieur Perrochon, chargé de mission risques littoraux du GIP littoral, Monsieur Philippe Régnier, directeur accès et aménagement au port de Bordeaux, et Benoît Setour, chercheur écologue à l'Université de Bordeaux. Alors, puisqu'on n'a qu'une dame, je vais commencer par elle. Madame Cheruette, je vais vous poser une question que vous connaissez par cœur. Alors, vous représentez une association de citoyens, d'habitants, qui s'appelle Estuaires pour tous. Et je vais vous demander comment est-ce que vous arrivez à cibler les actions que vous décidez de mener. Alors, on a un timing très serré. Ils se sont organisés en organisation syndicale parce que je leur avais proposé 2 minutes pour répondre. Et là, ils m'ont dit que j'exagérais un peu. Alors, on va leur donner quoi? Un œuf dur, c'est quoi? 6 minutes? Allez, 6 minutes. Donc, Madame Cheruette. 6. 8 minutes? Non, 6 minutes, c'est bien. Donc bonsoir, effectivement je suis Monique Cheruette et je suis présidente de l'association Estuaires pour tous. Estuaires pour tous, pour vous faire un petit rappel, c'est une association qui est située dans le siège social et au Verdon, on en a entendu parler tout à l'heure. Et nous sommes agréés environnement depuis maintenant 4 ans. C'est une association qui regroupe des bénévoles. On est 21 au conseil d'administration et nous existons depuis 17 ans. 17 ans. Au départ, l'association a été créée pour se contrer à un projet mené par le port de Bordeaux pour l'installation d'un terminal méthanier. Ce projet n'a pas pu voir le jour. Il n'empêche quand même que nous avons gardé une mission de conseil aussi, mais surtout de surveillance de cet estuaire parce que c'est un axe vital. Et donc nous avons décidé de rester vigilants. Et nous travaillons sur des projets. Alors, on a beaucoup entendu parler de saumon ce soir. Il y aura certainement des questions. J'essaierai de vous y répondre. Ceci dit, il n'y a pas que les saumons. Il y a aussi, par exemple, l'extraction des granulats. Vous avez entendu parler aussi. L'installation d'éoliennes au large d'île d'Oléron. L'extraction des granulats aussi au large de la Palmyre. Le projet n'a pas pu avoir lieu parce qu'on a été suffisamment vigilants. Vous comprendrez que notre action se situe aussi, c'est une action de sensibilisation vis-à-vis des habitants, mais aussi des collectivités territoriales, parce que cette pointe du Médoc est quand même
largement sinistrés au niveau des emplois et au niveau des installations. Ceci dit, on peut accompagner des projets tant qu'ils ne sont pas mauvais pour l'environnement. Il se trouve que, encore une fois, l'actualité fait qu'on a un projet sur lequel notre association ne s'est pas positionnée, n'a pas voulu se positionner, tant que nous n'avions pas un avis sur les dossiers qui étaient déposés et tant qu'on ne pouvait pas argumenter correctement notre avis, c'est-à-dire que ou pour ou contre. On ne se positionnera pas tant que ce projet donnera lieu à une enquête publique. Donc, nous aiderons par nos études. On a pris 2 experts hydrogéologues indépendants et experts auprès des tribunaux de façon à pouvoir argumenter sur ce sujet qui nous tient à cœur. Notre association travaille avec et siège dans diverses instances, le parc naturel marin, le conseil du développement du Grand Port Maritime, le parc naturel régional et donc la CLE, la commission locale de l'eau, la CLIN, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que sur l'estuaire, on a une centrale nucléaire et que cette centrale nucléaire rejette de l'eau dans l'estuaire. On l'oublie, évidemment, elle est un petit peu plus loin, mais elle est quand même là. Et donc, nous avons à cœur d'être présents. Alors, c'est un gros boulot, hein, parce qu'on est tous bénévoles, et d'être présents dans toutes les instances qui font des instances décisionnaires ou pas, mais on essaye de faire avancer les choses. Et pas d'une façon, on va dire, ciblée, mais d'une façon réfléchie. Est-ce que j'ai... Mais c'est bon ? C'est parfait, madame. De toute façon, je sais que vous avez encore autre chose à dire, donc on va mettre ça au réfrigérateur. Je vais interpeller monsieur Lebas. Vous êtes chef de mission littorale de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Vous avez des missions qui se trouvent vraiment au centre des interactions qui existent entre les milieux aquatiques continentaux, disons, et les milieux marins. Alors, dites-nous quels sont les... comment est-ce que ça s'articule dans ce contexte? Comment est-ce que ces missions sont menées? Alors, je vais avoir 2 mots de présentation d'abord des agences de l'eau, parce que ce ne sont pas forcément des organismes très connus du grand public. Bien que là, j'ai reconnu je connais certaines têtes et je pense qu'ils savent exactement ce qu'il y a derrière les agences de l'eau. Mais les agences de l'eau sont donc des établissements publics de l'État sous une double tutelle ministérielle, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Environnement et le ministère du Budget. En fait, il y a donc 6 agences de l'eau en France, et pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, c'est la partie, on va dire, grand sud-ouest du territoire français qui est concerné. Ce sont les bassins, pour que ça soit plus précis, de la Charente, de la Dordogne, de la Garonne et de l'Adour. Donc c'est toute cette frange littorale et les bassins versants qui y sont associés. Alors, comment fonctionnent les agences? Les agences ont un fonctionnement sur un système de perception de redevances et de redistribution sous forme d'aide, enfin de subventions. Ça veut dire que toute personne, toute structure, tout organisme qui rejette une pollution dans le milieu ou qui prélève de l'eau dans le milieu paye une redevance à l'agence de l'eau sur le territoire de l'agence de l'eau dont elle dépend. Et ensuite, l'agence de l'eau redistribue en fait ces fonds pour des projets destinés à améliorer la gestion de la ressource en eau au sens large, que ce soit sur des questions de qualité d'eau ou sur des aspects de quantité d'eau. Donc, premier point très important que je voulais vous faire part, c'est que ce fonctionnement en fait permet aux agences de l'eau d'être complètement indépendantes, enfin une indépendance financière. Ça veut dire qu'on n'a rien à vendre. On ne fait pas partie de groupe, on n'a pas d'intérêt particulier pour telle ou telle solution quand un projet de gestion de l'eau se met en place.
La seule chose qu'on a quelque chose à apporter, c'est de l'ingénierie technique et financière vis-à-vis de nos partenaires pour les accompagner techniquement et financièrement sur leurs projets. Et ces partenaires, ça peut être des collectivités, ça peut être des industriels, le Grand Port par exemple, des représentants du monde agricole, des associations de protection de l'environnement, enfin toute personne qui a un projet permettant d'améliorer la gestion de la ressource en eau est susceptible de travailler avec nous. Et sur chaque agence, en fait, il y a un comité de bassin. Ce comité de bassin regroupe un certain nombre de personnes, enfin on va dire d'organismes, etc. Il y a donc des élus, une part d'élus, à peu près 40% d'élus, de collectivités ou de parlementaires. Ensuite, il y a des usagers économiques. Ces usagers économiques, ça peut être des industriels, des pêcheurs, des agriculteurs, des conchyliculteurs, des extracteurs de granulats, enfin je dirais des gens qui ont rapport avec le monde économique. Des usagers non économiques, donc ça c'est plutôt des associations de protection de l'environnement, des associations de consommateurs ou d'autres associations. Hein. On a Surfrider par exemple qui est au comité de bassin, Water Family, enfin voilà, un certain nombre d'associations. Et c'est ce comité de bassin qu'on appelle souvent le Parlement de l'eau qui définit en fait la politique de gestion de l'eau sur son bassin en fonction des spécificités, des problématiques rencontrées sur ce bassin. Et ensuite, cette politique de gestion, elle est traduite par différents documents. Je reviendrai sans doute, je pense, sur des documents de planification. Il y a eu des questions qui ont été posées tout à l'heure, j'y reviendrai. Mais en tous les cas, elle est traduite par un programme d'intervention financière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'eau l'argent, enfin les redevances que l'on perçoit sont redistribuées par programme d'intervention sur 6 ans et sont définies donc et revues toutes les 6 ans en fonction des problématiques. Et ce qui est important de retenir pour les milieux littoraux, c'est que toutes les actions sur les bassins versants, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrestre, ont ou peuvent avoir une influence, un impact sur la qualité des eaux littorales. Et ainsi, on considère que 80% des pollutions qui arrivent au milieu marin sont d'origine terrestre. Et donc on voit bien toute l'importance de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire d'avoir une politique générale au niveau du bassin Adour-Garonne. C'est pas juste au niveau du littoral qu'il est nécessaire d'intervenir, mais c'est bien sur l'ensemble du bassin Adour-Garonne, parce que le littoral est le réceptacle de toutes les pollutions et un certain nombre de choses qui peuvent arriver. Et donc on a une politique générale de bassin, et on a aussi une politique littorale qui accompagne cette politique de bassin sur des spécificités littorales. Donc ça, je pourrais vous le détailler si ça vous intéresse, il y a des questions par rapport à ça. Voilà. Et enfin, dernière précision pour que ça soit bien clair, parce que dans les questions, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'interrogations sur des aspects réglementaires, on voudrait plus de règlements, que ça soit plus encadré, etc. C'est que les agences de l'eau n'ont absolument pas de pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mission de police de l'eau. Ces missions-là, ce sont les services de l'État qui les assument. Voilà ce que je voulais dire globalement pour présenter l'agence. Oui, merci. Mais peut-être aussi que ça va rejoindre des questions qui ont été posées sur quand on pollue la terre, automatiquement, eh bien, c'est la mer qui reçoit tout. Peut-être que tout à l'heure, vous aurez d'autres réponses à apporter à ce type de questionnement. Tout à fait. Monsieur Perrochon, vous êtes chef de mission excusez-moi, vous êtes chargé de mission risques littoraux au GIP littoral. Vous avez un périmètre d'intervention qui est assez vaste, hein, puisque c'est carrément la Nouvelle-Aquitaine. Et justement, est-ce que cette dimension vous permet d'apprécier ou même d'avancer que la mer, effectivement, s'approche dangereusement? Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez identifié des enjeux qui étaient menacés par l'érosion côtière, puisque c'est votre domaine d'investigation, c'est surtout l'érosion côtière. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis chargé de mission au sein du GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine. Donc, le GIP, c'est un groupement d'intérêt public. Je reviendrai tout à l'heure parce qu'on a un petit volet sur la gouvernance. Donc, j'expliquerai un petit peu plus dans le détail en fait, comment est structuré le GIP. Là, je vais plutôt me concentrer sur le périmètre d'intervention. Donc, en effet, on intervient sur la partie littorale à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on vient en appui au territoire de La Rochelle, en gros, pour faire simple, jusqu'au Pays Basque. Et effectivement, on identifie que sur cette bande littorale, il y a donc des intercommunalités littorales qui regroupent environ 1 million d'habitants, car on a un cadre de vie qui est très favorable avec des paysages remarquables, etc. Donc on a un territoire attractif et ça nécessite d'avoir des besoins de gestion spécifiques et ça pose des questions de politique d'aménagement. Donc le GIP, c'est une structure donc, qui a pour objectif notamment de porter avec l'ensemble des partenaires locaux un projet en fait, de développement durable, équilibré et solidaire qui s'appelle donc le Littoral 2030, comment réussir la transition du littoral. Alors j'ai amené avec moi des plaquettes en fait, qui permettent de présenter le GIP en fait, en quoi ça consiste un GIP et les différentes missions qui sont affiliées. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous laisser des exemplaires. Et en effet, donc, le GIP vient donc en appui en fait, des collectivités. C'est un outil de réflexion, de coordination qui travaille essentiellement sur 4 axes. En fait, ça va être sur tout ce qui va être attractivité, mobilité. Ça va aussi s'intéresser à traiter de tout ce qui préserve les espaces naturels, tout ce qui va être aménagement touristique. Et le dernier point, on va y revenir très largement, mais sur tout ce qui est gestion des risques littoraux, dont l'érosion côtière. Quand on parle de littoral, c'est important de bien préciser les termes. Donc là, on est bien sur l'interface terre-mer, donc cette partie littorale qui est le trait de côte. Et on parle aussi en rétro-littoral de tout ce qui est donc la bande côtière, qui correspond à une frange littorale de 30-50 km. Et donc qui nous intéresse particulièrement parce qu'on va parler question d'aménagement et de recomposition spatiale sur ces espaces. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'intervention sur le domaine maritime. Donc effectivement, c'est important de le préciser car s'il y a des questions sur ce sujet-là, je ne serai pas compétent pour y répondre. Notre champ de compétences s'arrête donc au trait de côte. Si on parle des risques littoraux, donc il y a différents types de risques qui sont identifiés. On va avoir la migration dunaire, donc c'est le recul de la dune lié à l'effet du vent. Après, on va parler aussi de submersion marine, donc c'est des inondations temporaires de la zone côtière. Et après, le dernier point, ça va être l'érosion côtière. Donc là, nous, on est plus spécialiste de l'érosion côtière, qui correspond donc à un recul du trait de côte. Et là où on travaille, nous, ça va être sur les côtes sableuses, mais aussi sur les falaises rocheuses. Quand on parle de risque, en fait, le risque, c'est quoi? C'est déjà bien de le définir. Donc, c'est la combinaison, l'articulation entre un aléa et un enjeu. Donc, le risque, c'est en fait quand il y a des enjeux qui sont menacés. Donc, que ce soit des enjeux patrimoniaux, des enjeux naturels, mais ça va être aussi, par exemple, des logements, de l'habitat, etc. Donc, le GIP, effectivement, travaille sur ces questions-là et a défini une cartographie avec une sensibilité régionale à l'horizon 2050 qui permet de projeter un trait, de dessiner un trait à l'horizon 2050 pour imaginer où va se situer le trait de côte et donc identifier les enjeux qui risquent d'être menacés dans cette zone. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait l'exercice en intégrant en fait, les ouvrages et en supprimant tous les ouvrages qui sont présents sur la côte. Ce qui permet de voir qu'effectivement, s'il y a de l'inaction, si on ne fait rien, si on n'entretient pas les ouvrages, combien il y a de logements qui vont être concernés. Donc là, au niveau des chiffres, on se rend compte déjà qu'on a un recul moyen d'environ 50 mètres sur la côte sableuse à l'horizon 2050 et de 27 mètres pour les falaises rocheuses. Et donc le nombre de logements qui sont concernés, on va avoir 6 000 logements concernés sur toute la frange littorale Nouvelle-Aquitaine si on supprime les ouvrages. Et si on maintient les ouvrages, on va avoir 600 logements qui vont être concernés. Donc voilà le type de données qu'on peut identifier au niveau régional. Donc finalement, il y a eu une question qui a été posée tout à l'heure sur à quoi sert de faire du dur, de l'enrochement. Est-ce que ça répond à cette question-là, le fait que si on laisse aller, eh bien, on aura 6 000 logements de moins, mais ça veut dire qu'il faut continuer à bétonner, à entretenir, voire même conforter les digues, parce que la question qui a été posée, c'était un petit peu ça. Est-ce qu'il faut au contraire conforter ou est-ce qu'on ne fait rien? Donc, est-ce que ça répond à la question, mais peut-être qu'elle va être posée tout à l'heure? Je vais garder un peu de suspense, ouais. Bien, je vais passer ici.
Bon, d'abord, je vais remercier Monsieur Régnier parce qu'il est très malade. Ça ne se voit pas, mais il est très malade. Et merci d'être venu, malgré tout. Alors, vous êtes directeur accès et aménagement au port de Bordeaux. Vous êtes un acteur important, comme vous le savez, de l'estuaire. En tout cas, un acteur économique qui connaît parfaitement les différents usages qui cohabitent sur l'estuaire, mais aussi sur l'océan. Alors justement, on est toujours très, très, très curieux de savoir comment est-ce que tous ces acteurs arrivent à travailler pour concilier leurs activités avec la fragilité du milieu. Et je vais commencer par présenter, un peu comme l'ont fait tous les prédécesseurs, le port de Bordeaux. Et puis je crois qu'il y a eu une question sur qu'est-ce que c'est que le port de Bordeaux. Donc le port de Bordeaux, c'est un établissement public d'État qui dépend du ministère de la Transition écologique, mais qui dépend aussi du ministère du Budget, un peu comme l'Agence de l'eau. Et donc il y a 7 grands ports maritimes en France métropolitaine. Et donc le port de Bordeaux est le plus petit des grands ports métropolitains. La gouvernance du grand port, c'est un conseil de surveillance, c'est un conseil de développement auquel participent soit les collectivités, soit des associations. Un estuaire pour tous, par exemple, en fait partie du conseil de développement. Et pour revenir au thème qui nous occupe aujourd'hui, parmi les missions des grands ports maritimes qui sont définies par la loi de 2008, il y a 2 grandes missions. C'est déjà veiller à la sécurité de la navigation. Donc là, dans le cas présent, sur l'estuaire de la Gironde. Et la gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont le port est propriétaire et qui lui sont affectés. Donc, pour revenir à votre question sur la multiplicité des acteurs et comment nous, on assure nos missions. Alors, on a au sein du port une capitainerie qui assure la police de la navigation et on a de multiples activités sur l'estuaire. On a des activités de pêche, on a des activités de transport de passagers. On peut penser aux bacs qui font la navette entre les 2 rives. On a des activités de transport maritime et fluviaux. Peu de fluviaux. Il y a une question sur le fluvial, mais effectivement très peu de fluvial sur l'estuaire de la Gironde. On essaie de le développer, mais aujourd'hui, et compte tenu de ce qui se passe en amont, c'est plus difficile, par exemple, que sur ce qui se peut passer dans le nord de la France. Et des activités économiques qui s'implantent le long de l'estuaire et qui ont des impacts sur l'estuaire. Donc il peut y avoir des industriels, mais il y a aussi des villes, des stations d'épuration qui se rejettent dans l'estuaire. Tous ces acteurs, ils font l'objet quasiment de réglementation. Je vais vous donner 2 exemples qui se rapportent le plus près de nos activités au quotidien et sur lesquels on assure la police. Un bateau qui remonte l'estuaire, il met 5 à 6 heures pour remonter l'estuaire et pour arriver à Bordeaux. Il va travailler dans un chenal de navigation. Donc le chenal de navigation, il n'a pas le droit d'en sortir. Il fait 150 mètres de large. 2 bateaux peuvent se croiser. Je parle de bateaux importants, avec des tirants d'eau importants. Et donc, il ne doit pas sortir et il est surveillé par la capitainerie. Un autre exemple, pour ne pas être trop long, parce qu'on en a parlé aussi lors des questions, c'est les opérations de dragage. Pour pouvoir faire monter et descendre ces bateaux, effectivement, le port réalise des opérations de dragage quasiment 24 heures sur 24, 10 mois et demi de l'année. Ce n'est pas pour le plaisir de faire des opérations de dragage, c'est pour pouvoir permettre à des marchandises d'arriver au plus près des besoins, donc, qui sont plutôt aujourd'hui vers Bordeaux Métropole, en toute sécurité,
avec des flux qui soient suffisamment massifiés pour que ça ne coûte pas trop cher. Et donc, ces opérations de dragage, elles font l'objet de réglementations spécifiques. C'est des autorisations qui sont renouvelées tous les 10 ans. Là, on est sur une autorisation qui est sur 2019-2029. Et dans le cadre de cette autorisation, on a des suivis particuliers qui sont mis en place et aussi une amélioration de la connaissance qui est mise en œuvre par le port de Bordeaux. Donc j'ai voulu, au travers de ces deux activités qui concernent plus particulièrement le port de Bordeaux, mais on pourra revenir sur d'autres activités plus loin, vous montrer qu'on est quand même sur des activités en général qui sont très réglementées sur l'estuaire. Merci. Merci, Monsieur Régnier. Eh bien, je vais continuer avec Monsieur Sautour. Donc, vous êtes chercheur, écologue à l'Université de Bordeaux. Sans faire de publicité, vous avez publié récemment un superbe ouvrage sur l'écosystème de l'estuaire de la Gironde. Je n'ai pas fini de le lire. Alors, lorsqu'on parle de pollution sur Terre, on voit bien de quoi il s'agit, c'est palpable, c'est visible, c'est très identifiable. Mais alors, concernant la pollution des milieux aquatiques, quelle est la perception qu'on peut en avoir, nous, les citoyens? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis écologue de formation et je travaille sur le milieu littoral. Et j'ai toujours été étonné par la qualité des littoraux et la dégradation de la qualité de ces littoraux. Et donc, ce que je vais dire là est une banalité, c'est que ces littoraux, Éric Lebas tout à l'heure l'a introduit, ces littoraux, on ne peut pas les considérer dans leur fonctionnement isolément du reste. Leur fonctionnement dépend de tout ce qui se passe en amont. Ils sont le réceptacle de tout ce qui se passe en amont et de tout ce que l'on peut rejeter en amont. Donc tout ça, ça se retrouve à un moment donné dans des littoraux qui vont aller concentrer des pressions qui sont peut-être un peu plus diffuses en amont. Et cette concentration et les interactions qu'il peut y avoir entre ces pressions font qu'on a des littoraux qui ne sont pas forcément en bon état et qui pour certains sont en mauvais état. Et il ne faut pas se leurrer, quelquefois on a des littoraux qui paraissent en bon état. S'ils nous paraissent en bon état, c'est simplement qu'il y a des courants qui ont été emportés, ce qui a été amené à ce littoral un petit peu plus loin. Ces activités que l'on a en amont sont des activités qui devraient prendre en compte ce réceptacle. Je suis révolté, alors là, ce n'est pas le scientifique qui parle, mais je suis révolté de voir le peu de soins que l'on apporte à notre environnement, y compris en milieu continental, quand je vois par exemple l'état immonde des bords de nos routes, avec les déchets plastiques que l'on peut y trouver. Ces déchets plastiques, ils se retrouveront à un moment donné ou bien enfouis dans le sol, ils sont fragmentés, ça deviendra des nanoplastiques à un moment donné, ou bien ils finiront dans les fleuves et ils aboutiront sur le littoral. Je suis encore un peu plus énervé quand je vois qu'au moment où la végétation pousse, plutôt que de les ramasser, on passe une épareuse, comme ça on ne les voit plus, quoi. Et la destinée est la même. Et donc on est dans une situation où, en plus, la difficulté sur les littoraux et de manière plus générale sur les milieux aquatiques, c'est qu'un milieu aquatique, on en voit la surface. Et donc, en gros, on peut faire un peu ce que l'on veut du milieu aquatique tant qu'on ne le voit pas. Et donc, ces milieux aquatiques, c'est un peu quelquefois des poubelles dans lesquelles on peut jeter ce que l'on a envie. Et comme en plus, les courants vont emmener ce que l'on y a jeté un petit peu plus loin, ça exonère. Donc, je pense qu'on a des difficultés aussi de perception de la mauvaise qualité de ces environnements-là. Et je rajouterai pour finir, je vais être dans les 2 minutes, hein, Georgette. Je rajouterai pour finir que, historiquement, on a toujours considéré que le milieu marin pouvait diluer tout ce qu'on jetait dans le milieu marin. J'ai connu ça quand j'ai commencé ma carrière et quand j'embarquais sur des navires océanographiques. Tout passait par les hublots. Le milieu marin est tellement vaste, 75% de la surface de la Terre. C'est tellement vaste que quoi qu'on y mette, de toute façon, ça va être dilué. C'est le fameux pouvoir épurateur de la mer. Bon, il suffit de regarder ce qui se passe du point de vue des plastiques. On voit bien qu'on a tellement rejeté qu'on arrive dans une situation où même ce volume d'eau n'arrive plus à diluer suffisamment. Voilà, donc on est dans une situation qui est préoccupante et on le sait.
On y reviendra un petit peu plus tard sur le fait qu'on a les connaissances, on le sait. Ça ne veut pas dire qu'on connaît les solutions, parce que les solutions sont complexes. Mais le constat, il est assez simple, et on a les connaissances qui permettent d'appuyer ce constat. Merci Benoît. Écoutez, je vais revenir par là. Je vais revenir auprès de Madame Cheruette, puisqu'on parle de fonction, de l'évolution du territoire demain. Je sais que vous vous fixez des objectifs, vous mettez la barre d'ailleurs très haut, pour informer au mieux le public. Et je suppose que ça nécessite du travail, un investissement personnel et certainement collectif. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous donner une recette pour fixer un cap, et surtout, comment est-ce que vous faites pour répondre aux attentes qui sont de plus en plus fortes du public, qui sont des attentes souvent très, très pointues, très techniques? Où est-ce que vous allez puiser tout cela? Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre activité? Alors, bon, je dirais tout bêtement, on a tous des convictions. On essaye d'y rajouter quand même. On n'est pas des scientifiques, hein, l'association. Mais alors, rien du tout. Sur les 21, il n'y en a pas un. Mais on essaye de travailler justement sur le fait qu'on est des novices et on essaye d'approfondir beaucoup plus. On a été, je crois qu'on s'est écrit. Je me suis rapprochée de vous pour certaines questions. Donc, on se fait aider. On a des convictions aussi de protection de l'environnement. Et je vais prendre un exemple concret. Je vais revenir sur l'extraction des granulats du platane grave. On n'y connaissait rien. Alors là, rien du tout. Mais on s'est aperçu que, avec le dialogue, justement avec le porteur du projet, qui est Granulat Ouest, on arrivait à savoir un peu comment ça se passait, l'extraction, et à se poser des questions. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la concession minière arrivait à sa fin en juillet 2023. Oh, oui, c'est ça, juillet 2023. Donc là, on s'est dit, ça va s'arrêter. Ben non, ça ne s'arrête pas, justement, parce que le code minier dit... donc on s'est plongé dans le code minier, imaginez-vous, c'est quand même pas rien. Mais les questions qu'on s'est posées derrière, c'est, voilà, ça va s'arrêter, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a besoin de granulats. Est-ce que, par exemple, le parc naturel marin qui travaille aussi sur le sujet, on a eu aussi un projet du Scott Médoc Atlantique, prévoit d'interdire l'extraction des granulats. On s'est positionné, nous aussi, contre. Mais après, on s'est dit, bah ouais, d'accord, et on va faire quoi à la place? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va remplacer les granulats? Est-ce qu'on va faire venir le sable de l'étranger? Est-ce qu'on va pouvoir pallier à ce manque? Parce que c'est bien beau de toujours dire non, mais derrière, il faut trouver des solutions. Et les solutions, nous, on les a pas. Donc, on a dit, bon, ben, on va chercher à comprendre. Donc, du coup, encore une fois, tout le monde est capable de faire ça. Hein. Nous, on est à l'association, bon, voilà, mais on est des bénévoles. On essaye de se plonger un peu dans le futur. Et on se dit que si on prolonge d'une durée de 20 ans, est-ce que ça peut garantir le résultat d'une stabilité en regard des importants et accélérants changements climatiques? Si on ne le fait pas là, on le fera ailleurs. Et le changement climatique, il sera aussi ailleurs. Qui a la solution? Qui peut nous aider? Je vous pose à tous la question. Nous, en tant qu'association, on n'a pas les réponses et voilà quoi. On est dans un. Il faut arrêter d'être dans un déni. Il faut aussi avancer. Trouver les bons interlocuteurs. Là, on a eu la réponse sur le code minier, mais en définitive, c'est l'État qui va donner la réponse. Et si l'État donne une réponse positive, on va aller manifester. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas. Et si l'État dit non, on ira ailleurs pour chercher ce dont on a besoin. Donc, du coup, je ne sais pas qui a la réponse, mais vous pouvez peut-être me la donner. C'est la question qu'on s'est posée. Donc, nous, on est en recherche d'interlocuteurs qui puissent nous aider et qui puissent nous faire avancer. On est à l'écoute de la population, parce que la population, évidemment, on va repartir sur ce projet de saumon. Là. La population se pose des questions, mais on a besoin aussi de faire du terrain et on a besoin aussi de vivre. Alors, bon, on parle du retrait des côtes.
Mais vous voyez, à côté, nous, on a l'État, un peu d'État. Vous faites partie aussi. L'extraction des granulats, c'est pas eux. Voilà, on y reviendra. On multiplie les intermédiaires, on multiplie le millefeuille, et puis on n'a toujours pas de réponse. Tout à fait. Et on essaye de surnager dans tout ça. Merci. Vous avez bien balayé les différentes difficultés auxquelles vous vous heurtez justement là-dessus. Mais on a parlé de planification également. Le public a soulevé le demain. Demain, c'est effectivement la planification terrestre, mais quid de la planification maritime demain? Donc, moi, j'avais donc sur ce sujet de la planification. Et également sur le fait que est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est le local? Bon, je vais poser la première question à Monsieur Lebas en ce qui concerne la planification. Quels sont les outils que vous mettez en place, sans parler de SDAGE, de SAGE, enfin, au moins des documents dont on comprend l'objectif. Bon, est-ce que ces documents, premièrement, ils existent évidemment, mais est-ce qu'ils répondent aux objectifs d'amélioration de la qualité de l'eau? Vous voulez que je répète la question? Non, je plaisante. Par rapport aux SDAGE, j'avais l'intention d'en parler et je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Non, mais bien sûr que vous allez en parler. Voilà. Et après, je passerai la parole à Monsieur Perrochon. En termes de planification, il faut savoir qu'il y a donc un document important concernant la gestion de l'eau. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un programme d'intervention financière de l'agence et de l'autre côté, il y a un document qui s'appelle le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc ça, c'est son nom, voilà, qui définit un certain nombre d'orientations. C'est décidé par le comité de bassin. Ça fixe en fait le cap de la politique de l'eau à travers un certain nombre de dispositions. C'est-à-dire que le SDAGE Adour-Garonne comprend aujourd'hui à peu près 150 dispositions et ce sont ces dispositions qui fixent la politique de l'eau sur le bassin et qui fixent un certain nombre d'objectifs. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ce document peut être décliné après au niveau local par des sages. Alors je ne vais pas vous abreuver de sigles, etc. Il a perdu le mot directeur, c'est juste schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et ce que je vous le dis parce que c'est important, sur l'estuaire de la Gironde, il y a un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et il est en cours de révision. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, c'est une occasion. Alors, tous les 6 ans pour le SDAGE, et normalement les sages doivent être rendus compatibles avec le SDAGE, mais tous les 6 ans de revoir la politique de l'eau, de se reposer un certain nombre de questions, et par rapport à toutes les questions qu'on a entendues tout à l'heure, etc., là c'est pour ça que je regardais mon papier, je dirais pratiquement, alors il y a des choses où on est plus ou moins, bon, il y avait le nucléaire, des choses un peu particulières, etc., ou le militaire, où là, nous, on n'intervient pas réellement, on va dire. Mais sur tout le reste, quand on parle de qualité de l'eau, de déchets, de démographie, de ruissellement, de ralentissement des écoulements, de débit, etc., toutes ces thématiques-là se retrouvent dans le SDAGE et donc se retrouvent à un moment sur la table dans les sages. C'est-à-dire que c'est une instance de concertation où effectivement on se repose des questions et on essaie, en tous les cas, de définir quelles sont les meilleures solutions. Alors je n'ai pas la réponse à votre question, hein, parce que celle-ci, ouais, mais en tous les cas, sur des territoires, on se la pose. Et ce qui est intéressant quand même sur le littoral d'Adour-Garonne, c'est que globalement sur l'ensemble de la... On a des sages, excepté aujourd'hui sur le Sud-Land, où il y a une petite partie, où il y a un outil il y a des réflexions pour voir quel outil de planification il serait susceptible de mettre. On serait susceptible de développer, mais on a des sages partout. Et ça, c'est une chance. C'est une chance dans le sens où, effectivement, on a ces outils-là pour réfléchir à la politique, à la gestion de l'eau au niveau local et à définir un certain nombre de dispositions, de règles avec, je dirais, le même type de représentants que ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour le comité de bassin. Alors, je l'ai apporté, le SDAGE Adour-Garonne. Le SDAGE Adour-Garonne, c'est ça. Non, tout ça pour vous dire que, quelque part, c'est très très bien, mais ce n'est pas un document qui est autosuffisant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a 150 dispositions, donc on peut être content, on peut se dire qu'on l'a bien écrit, qu'on a le meilleur SDAGE de France, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et que, en fait, tout l'important dans ce genre d'exercice de planification,
c'est d'arriver à donner du sens à ce document vis-à-vis de nos partenaires pour que ces partenaires puissent se l'approprier, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans les dispositions, dans les actions, etc., qui en découleraient. Et c'est la même chose au niveau des sages, pour qu'un certain nombre d'actions puissent se faire. Sinon, ça ne sert pas, enfin, je veux dire, le document est là, c'est pas quelque chose qui va faire avancer par lui-même les choses. Et donc, un des travaux au niveau de l'agence de l'eau, c'est d'être proactif avec nos partenaires sur ça pour que justement toutes ces orientations et ces dispositions, etc., trouvent écho au niveau des territoires et se mettent en place. Et donc, ensuite, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce document de planification, il y a en parallèle un programme d'intervention des agences qui permet un financement. Et j'en profite parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a eu une question tout à l'heure sur comment impliquer plus le public dans les décisions, etc. Je vous ai parlé du programme d'intervention de l'agence, je vous en parle là. Et alors, je m'avance peut-être un petit peu, mais il y a dans le cadre de l'élaboration, enfin, on termine notre 11e programme, c'est-à-dire que c'est la dernière année, et donc on va repartir sur un nouveau programme, le 12e programme, qui va s'étaler de 2025 à 2030. Et dans ce cadre-là, on organise début février une journée citoyenne, où on invite une cinquantaine de citoyens sur le bassin Adour-Garonne pour discuter du 12e programme. Alors, j'ai juste cette information-là. Je ne sais pas au niveau de la direction de la communication s'il y a encore des places, etc. et tout ça, mais en tous les cas, s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer à cette journée citoyenne, qui viennent me voir. Et puis moi, je me ferai le relais auprès de la direction de la communication et on verra si c'est possible. Voilà. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, par rapport aux outils de planification, il y a eu des questions sur le lien terre-mer, notamment. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant au niveau de notre façade, c'est qu'il y a une commission lien terre-mer qui a été mise en place dès 2014 et qui regroupe en fait des membres du comité de bassin, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et des membres du conseil maritime de façade. Le conseil maritime de façade, c'est exactement ce que je vous ai expliqué en termes de comité de bassin, mais côté mer. Donc on peut dire en gros que d'un côté, il y a les gens de la terre et de l'autre côté, il y a les gens de la mer. Et on a mis en place cette commission parce qu'on s'est rendu compte à un moment que les gens, et c'est bien normal, que les gens de la mer, ça, ils ne le connaissaient pas vraiment. Déjà, je veux dire, il y a des romans plus intéressants à lire le soir que le Sdage Adour-Garonne, Bretagne ou d'autres. Et on a mis en place ça simplement... et ça rejoint ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire un lien de concertation où les gens peuvent, je dirais, échanger, se comprendre les contraintes de chacun, parce que quand les gens disent non, c'est pas parce qu'ils sont absolument contre, c'est qu'ils ont des contraintes, etc. Ça, c'est important pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble. Et donc, dans ce cadre, il y a eu un gros travail aussi d'articulation entre le document stratégique de façade et le SDAGE Adour-Garonne. Et on a regardé, en fait, on a repris tous les objectifs environnementaux du document stratégique de façade. C'est-à-dire que les gens de la mer avaient exprimé un certain nombre d'objectifs. On les a tous repris et on a regardé si le SDAGE Adour-Garonne répondait à ces objectifs. Et en fait, on s'est aperçu que plus de 50% des dispositions qui sont dans ce document répondent très directement ou sont en lien avec des objectifs environnementaux du document stratégique de façade. Alors ça ne veut pas dire, parce que je partage ce qu'a dit tout à l'heure Benoît, sur l'estuaire de la Gironde, on est dans une situation, enfin c'est un estuaire qui est déclassé, comme beaucoup d'estuaires malheureusement, pour à la fois des raisons écologiques et de pollution chimique. Mais globalement, en termes de documents, il y a cette cohérence qui existe. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est vraiment la mise en œuvre de ces documents de planification. Monsieur Lebas, vous avez été très explicite. Je comprends ce que ça veut dire. Du coup, vous allez quand même, vous avez pris quand même une partie importante de vos 3 confrères. Je vais être obligée d'en sacrifier un. Mais alors, je vais vous demander d'être très rapide, monsieur Perrochon, parce qu'il a été question
du pouvoir central, du pouvoir local. Est-ce que ça se parle? Est-ce que c'est cohérent? Bon, j'ai peur que ce soit un peu long, mais si vous pouviez le dire en 2 minutes, du coup. Oui, tout à fait. Puis après, on aura encore 2 interventions de M. Régnier et de M. Sautour. Et après, on passera, parce qu'il y a des questions qui commencent à faire cocotte minute. Alors, non. Ah, ok. Ah, effectivement, il va vraiment falloir être synthétique. Voilà, vraiment très très court. Mais ça, c'est de la faute de M. Lebas. Hein. Bon. Ah, je vous ai respecté. Allez, on y va. Oui, alors juste pour faire un petit point sur la gouvernance, je vais juste préciser que le GIP donc, est un groupement d'intérêt public, c'est-à-dire qu'en fait c'est une forme juridique qui permet de faire un partenariat avec donc, différents partenaires que sont l'État, la région. On va avoir tous les départements et toutes les intercommunalités littorales. Et l'idée c'est qu'avec ce partenariat, donc, le GIP peut avoir, de par ses statuts, une mission d'intérêt général et peut travailler sur ces questions en fait, d'érosion côtière. On a au niveau national donc, une stratégie nationale de gestion du trait de côte. Et en fait, donc, cette stratégie nationale découle du Grenelle de la mer de 2009 et en fait, elle a été déclinée au niveau régional. Et l'idée aujourd'hui, nous, au niveau du GIP, c'est de décliner ce cadre régional au niveau local et d'accompagner en fait tous les territoires, toutes les collectivités locales sur la gestion de l'érosion et le fait d'avoir une stratégie locale de gestion de la bande côtière. Je le précise parce que effectivement, c'est là où ça va être au plus près, au plus proche des citoyens, tout ce qui va toucher à l'érosion côtière et la participation du grand public. Je m'explique. Effectivement, à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, on a 12 stratégies locales de gestion de la bande côtière qui sont identifiées. Et en fait, ces stratégies locales, elles sont portées soit par les communes, soit par les intercommunalités. Et donc, l'idée dans ces stratégies, en fait, déjà, c'est de travailler sur l'instant présent, parce qu'on voit bien que des fois, il faut répondre à des caractères d'urgence quand il y a des tempêtes, etc. Mais il y a aussi besoin de travailler sur du long terme. Quand on va commencer à parler relocalisation, recomposition spatiale, comment on déplace des équipements, bien effectivement, c'est des documents, c'est des choses qui se travaillent sur du long terme. Donc en fait, on va parler de plusieurs échelles de temps, c'est-à-dire court, moyen, long terme. Donc l'objectif de ces stratégies, c'est de répondre à ça. Et donc pour y répondre, on va commencer par faire un diagnostic pour identifier en fait l'ensemble des enjeux qui vont être menacés. Et après, l'idée, ça va être de trouver des moyens de gestion qui vont être adaptés aux différents enjeux. Donc, je vais revenir sur les modes de gestion qui existent, mais effectivement, après, on va avoir un programme d'action. Donc, tout ça, c'est travaillé en fait avec l'ensemble des partenaires, comme je vous le disais, et ça va être décliné en 8 axes. Et dans les axes de la stratégie, on va avoir tout ce qui va être prévision de l'aléa, gestion de crise, tout ce qui va être la lutte, actif dur, actif souple, donc les modes de gestion. Mais aussi, on va avoir tout un volet communication, concertation. Comment on communique auprès du grand public sur ces risques. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui demeure quand même récent. Le GIP littoral il a été mis en place à partir de 2006 et ça a fait suite aux tempêtes de 99. Donc on est quand même sur des sujets qui sont récents, même si c'est des sujets qu'on connaît. Il n'empêche qu'au niveau politique local, ça reste quand même assez récent. Et le fait de déstructurer de cette manière-là, c'est quelque chose qui est différent des autres régions. En fait, toutes les régions n'ont pas un GIP littoral qui accompagne les territoires, les collectivités locales sur ces questions-là. Donc au niveau des modes de gestion, il en existe plusieurs. Il y a donc l'évolution naturelle surveillée, c'est-à-dire que si on identifie qu'il n'y a pas d'enjeu, on va quand même regarder ce qui se passe sur le terrain. On ne va pas intervenir directement. Après, on va avoir des secteurs où ça nécessite un accompagnement des processus naturels. Donc on va jouer avec la nature. On va poser par exemple des ganivelles, on va mettre des choses en place, des branchages pour limiter l'érosion. Après, derrière, on va avoir encore d'autres modes de gestion qui vont être un peu plus important. On va parler de lutte active. Donc la lutte active, ça peut prendre 2 formes. Souple, c'est ce qu'on appelle les rechargements. Dur, ça va être les ouvrages. Et le dernier, ça va être le repli stratégique. Quand on parle de repli stratégique, c'est le fait de relocaliser des équipements et des biens. En fait, si on parle de relocalisation, ça implique de repenser l'aménagement du territoire. On va aller commencer à tutoyer des questions de mobilité, etc. Donc on voit bien que c'est des questions qui se posent sur du long terme. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure qui avait été posée notamment sur est-ce qu'on a un intérêt ou pas à maintenir des ouvrages, en fait, ça va dépendre. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. En fait, c'est une combinaison de plusieurs solutions. C'est surtout que ça va être adapté au niveau des enjeux qui ont été identifiés.
Et comme je le disais, effectivement, lutter contre l'érosion aujourd'hui, ça permet aussi de gagner du temps pour préparer l'avenir. Là, aujourd'hui, l'avantage de ces stratégies, c'est de pouvoir anticiper pour mieux agir. Si je donne un autre exemple, par exemple, ça a été le signal. Le signal, bah, voilà, il est tombé, mais on ne l'a pas anticipé. Aujourd'hui, c'est d'éviter que toute la côte aquitaine soit un signal. Donc on ne peut pas rester dans l'inaction non plus, parce qu'on l'a vu, ça concernerait plus de 6000 logements qui tomberaient d'ici 2050. Mais pour autant, l'idée, ce n'est pas de bétonner non plus toute la côte. Donc c'est bien d'adapter en fait, les modes de gestion en fonction des enjeux qui ont été identifiés. Merci, vous avez été très rapide. D'ailleurs, c'est vrai que sur notre façade littorale, nous avons quelques communes qui ont signé une convention avec l'État, justement pour pouvoir restructurer complètement leur front de mer pour reconstruire ailleurs. C'est le cas, par exemple, en ce moment, on en parle beaucoup de Lacanau. Alors, dernière intervention avant vos questions, messieurs, dames. Monsieur Sautour, on fait très souvent... On fait très souvent appel à l'avis des spécialistes, des experts et des scientifiques que vous êtes pour éclairer des connaissances qui restent souvent à approfondir concernant l'état de santé des milieux aquatiques. Alors, moi, je me pose une question parce que quand je vois les ouvrages que vous éditez, c'est quand même colossal. Qu'est-ce que vous faites de toute cette masse de connaissances? Et puis, est-ce que véritablement, ça vous sert à quelque chose pour prendre le pouls de ces milieux et comment? Merci pour ta question. Bon, je vais commencer, avant de répondre, et pour que les choses soient claires, pour reprendre ce qu'a dit Eric, si ce qu'il a expliqué n'avait pas été mis en place, je ne serais pas là pour vous parler de biodiversité. L'estuaire de la Gironde serait un égout à ciel ouvert, de même que le bassin d'Arcachon, si un certain nombre de mesures de maintien de la qualité de l'environnement n'avaient pas été prises, ce serait un cloaque. Voilà. Bon, ça c'est fait. Bon, néanmoins, bon, je suis biologiste, écologue biologiste. Sur l'estuaire de la Gironde, c'est un des environnements littoraux emblématiques de la région. C'est pas rien, c'est un estuaire dont on a dit pendant très longtemps qu'on avait un des estuaires les plus préservés d'Europe parce qu'on avait encore tout notre cortège de poissons migrateurs qui passaient dans cet estuaire. Sur cet estuaire, on a un suivi de 40 ans de données. Une donnée tous les mois sur quasi l'intégralité des compartiments biologiques. C'est le seul estuaire au monde où on a cette quantité d'informations. Donc on suit l'évolution de la biodiversité depuis 40 ans. Et ce que l'on voit, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que cette biodiversité est dans un état extrêmement préoccupant dans l'estuaire de la Gironde. Je dis préoccupant pour ne pas être trop violent. C'est extrêmement préoccupant, inquiétant. Or, cette biodiversité, la santé d'un organisme vivant, elle dépend de son environnement. Pas que, ça peut être génétique, mais ça dépend de son environnement. Donc l'état de la biodiversité dans un environnement donné est un reflet de la qualité de l'environnement. On a une biodiversité dans l'estuaire de la Gironde qui est dans un état préoccupant. Ça veut dire que la qualité de l'environnement de l'estuaire de la Gironde est de mauvais état, et de mauvaise qualité. Donc ça, on le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait de nos données? Quand on a des données comme ça, on alerte. Le conseil scientifique de l'estuaire de la Gironde l'a fait à plusieurs reprises. On est dans notre rôle de scientifique, on a des données, c'est vérifiable, on alerte. Et puis après, c'est plus entre nos mains, on peut continuer à alerter. On a commencé ça il y a 15 ans, ces alertes. Au milieu des années 2005, il y a eu un effondrement de biodiversité. La cause, on ne la connaît pas et c'est très probablement une cause multiple. Eric parlait tout à l'heure de pollution, c'est aussi sans doute la modification de l'estuaire, c'est l'exploitation de la ressource. Voilà, il y a un certain nombre de causes qui sont sans doute envisageables. C'est extrêmement compliqué de savoir quelle est la plus importante, quelle est la moins importante. Voilà, il y en a plusieurs. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Qui s'en empare et qui fait quelque chose? Tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait qu'on savait. Là, on sait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'on réagisse? Et ce que je veux rajouter à ça, c'est que les modifications que l'on a sont des modifications qui sont extrêmement rapides. Et l'évolution que l'on a de la prise en compte de la gestion de notre environnement, elles ne se font pas à la même vitesse. Elles se font à une vitesse qui est beaucoup trop lente. On n'est plus du tout en phase avec la rapidité d'évolution de notre environnement. Donc si on continue comme ça,
on va prendre des mesures, on va aller dans le bon sens, mais on va y aller trop tard. Là, j'ai miné le moral de tout le monde. Mais non, c'est parce que vous êtes tellement passionnant qu'on n'arrive pas à se détacher de ce que vous dites. Est-ce que, Julie, tu veux qu'on pose des questions ou est-ce qu'on passe des questions à la salle? Je fais comme je veux. Merci. Non, mais comme j'ai enfreint la règle des 2 minutes, maintenant, je n'ose pas faire les choses sans te demander la permission. Non. Non, je voulais juste avoir l'horaire, s'il vous plaît. Combien de temps il nous reste? Combien de temps il nous reste? Une demi-heure. Bon. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, on lève la main pour poser des questions. Il va y avoir des micros qui vont passer. Et alors, essayez de poser des questions brèves, puisque vous le voyez, les réponses vont être brèves également. Je ne vois pas tellement. Ah, oui. Merci. C'est une question pour Monsieur Lebas. Vous savez qu'en ce moment, il y a une interdiction de commercialiser des huîtres du bassin d'Arcachon. Et cette décision a été prise par la préfecture au vu d'une présence de norovirus, je crois que ça s'appelle, qui s'est manifestée de plus en plus, qui s'est manifestée par des personnes qui sont tombées malades. Et donc la vente est interdite depuis le 27 décembre, je crois. Alors la raison est connue, c'est qu'il y a eu, à la suite des pluies importantes de la fin du mois de novembre, il y a eu un mélange des eaux pluviales et des eaux usées qui se sont donc mélangées, ce qui a fait déborder évidemment les centrales de traitement des eaux. Et donc, par la suite, tout ça s'est retrouvé dans le bassin d'Arcachon. Alors, ma question, c'est d'abord, l'assainissement des eaux et la gestion des eaux pluviales est assuré par un syndicat qui s'appelle le SIBA, Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, composé des 12 communes littorales du bassin d'Arcachon. Et qui donc a cette gestion depuis plusieurs années, qui fait des travaux, etc. Bien. Et là, le CIBA, lui, dit que le CIBA gère très bien ses eaux usées, mais que son problème vient du fait que les eaux pluviales qui sont arrivées dans le bassin d'Arcachon proviennent évidemment du bassin versant qui est assez important, tant au nord qu'à l'est qu'au sud, et que lui, évidemment, il n'y est pour rien, et que c'est le bassin versant qui est responsable de tout ça. Et donc ma question, c'est premièrement, est-ce qu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux de ces bassins versants qui aboutissent dans le bassin d'Arcachon? Et si oui, est-ce que, comme les autres SAGE, vous parliez du SDAGE tout à l'heure, est-ce qu'un SDAGE a des dispositions qui sont des dispositions réglementaires qui s'appliquent aux communes ou aux intercommunalités qui sont concernées? Merci. Merci, monsieur. Alors, je ne vais pas parler à la place du CIBA et je n'ai pas forcément tous les éléments pour savoir exactement ce qui s'est passé, etc. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est qu'on a connu quand même des événements pluvieux exceptionnels. A priori, c'était des pluies centennales. Et effectivement, quand on regarde, vous avez raison, le bassin versant, on s'aperçoit en fait que le bassin versant, enfin le périmètre du CIBA représente à peine un quart du bassin versant général dont il reçoit les eaux.
Donc, alors moi, l'agence de l'eau a été, je dirais, sollicitée là pour s'emparer de ce dossier-là, ça c'est évident. Donc on sera partenaire en tous les cas. On a un partenariat, un très bon partenariat avec le CIBA, avec les ostréiculteurs, avec tous les partenaires du bassin d'Arcachon. Et bien évidemment, on est prêt à accompagner techniquement et financièrement une réflexion sur une meilleure gestion des eaux vis-à-vis de la protection de la qualité du bassin d'Arcachon. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que globalement, il y a effectivement, vous m'avez posé la question de savoir s'il y avait des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Il y en a. Il y a 3 sages à ma connaissance. Il y a un sage sur les lacs médocains qui est, je dirais, l'arrivée nord sur le bassin d'Arcachon. Il y a un sage Borné-Bûche et il y a un sage Lair. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces sages doivent répondre, sont revus régulièrement, etc. Donc ils peuvent apporter toutes leurs connaissances sur le fonctionnement de leur bassin versant. Mais alors on verra ce que je dirais les gestionnaires, hein, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'agence de l'eau ne fait pas à la place d'eux. C'est-à-dire que c'est aux gestionnaires et aux différents partenaires du bassin d'Arcachon de voir ce qu'ils ont envie de réaliser et on pourra les accompagner. Mais je pense qu'une réflexion qui va au-delà du CIBA, je dirais sur l'ensemble des bassins versants, se posera en tous les cas, après avoir ce qui sera réalisé. Voilà. J'ai 3 questions. Là, est-ce que vous pouvez lever la main? Il y en a 1, 2, 3. Alors, monsieur d'abord. Ah ben, alors, allez-y. Je suis désolée, moi je regarde d'en haut. Je sens que monsieur avait levé la main avant. Ah, pas de souci. Un homme, une femme, vu que la parité n'est pas respectée. Oui, mais là, on a 3 questions hommes et une question femme. Non, c'est pas moi. Bonsoir. En ce qui concerne l'agence de l'eau, ou dans le cadre des rédactions des sages, est-ce que c'est des documents qui sont prescripteurs ou uniquement des orientations ou des directives? Est-ce qu'il y a des sanctions? Et notamment, comment sont réglés les différends et qui décide en fait face à des objectifs différents ou antagonistes entre les différents acteurs sur l'usage de l'eau? Alors en fait, dans un sage, vous avez 2 sortes de, on va dire, vous avez d'un côté des règles et de l'autre côté des dispositions. C'est-à-dire que des règles imposent une conformité, c'est-à-dire que là, elles doivent être suffisamment précises, et des dispositions de la compatibilité avec la disposition telle qu'elle est écrite. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça s'impose aux décisions administratives, c'est-à-dire que mais là, ce serait peut-être plus au service de l'État de répondre, mais à partir du moment où un sage a été validé, ces règles et ces dispositions s'appliquent à toute décision administrative. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas l'agence de l'eau derrière qui gère ces questions-là, ce sont vraiment les services de l'État. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup aux intervenants. Je m'appelle Katia Brodin, je suis conseillère régionale, élue sur ce territoire. Moi, j'avais 2 questions, si vous m'y autorisez, pour recaler un peu sur la problématique de la table ronde de ce soir. Un qui s'adressera à Monsieur Perrochon sur la problématique du trait de côte, et puis puisqu'on a la chance d'avoir un écologue biologiste parmi nous, un autre sur l'état écologique de l'océan. Alors sur le trait de côte, vous nous avez beaucoup parlé, Monsieur Perrochon, du lobby des 6000 logements qui sont menacés par ces questions de submersion. Puisque vous semblez avoir des données extrêmement chiffrées, je serais intéressée de savoir parmi ces logements lesquels sont des résidences secondaires, quelle proportion à peu près, si vous avez des informations sur ce sujet. Et puis, je souhaiterais aussi savoir si à un moment donné, quand on doit prendre des décisions et trancher, arbitrer des questions comme celles que vous avez évoquées, où on a on va dire des injonctions contradictoires.
à quel moment on pèse concrètement avec des chiffres l'impact social, par exemple de l'entretien des digues, l'argent public dépensé, et puis l'enjeu écologique aussi, puisqu'on sait que le niveau de l'océan dépend largement du dérèglement et du réchauffement climatique, et que plus on construit des digues et puis plus on vient faire des ouvrages, plus on participe finalement à ce cercle vicieux. Donc voilà, savoir si vous avez des données très très précises quand il s'agit d'arbitrer une question comme celle-ci. Et puis sur la question de l'état écologique de l'océan, je voulais demander à monsieur Sautour si c'était possible d'avoir un petit peu plus d'informations sur les questions très importantes, me semble-t-il, d'oxygénation et d'acidification des océans, puisqu'on est en train là, de réfléchir et de donner notre avis sur des enjeux très importants sur ce document stratégique de façade à l'horizon 2030. Donc on sait que cette course, elle va très très vite, que nos activités, notamment les activités aquacoles, sont largement menacées par cette question de l'acidification. Et puis aussi, puisqu'on parle d'estuaires, la question de la salinisation de l'eau, des nappes phréatiques, puisque l'eau remonte évidemment et on voit bien que ça va poser des problèmes. Alors comment tout ça est anticipé, comment c'est anticipé par les scientifiques, par les politiques et comment nous, on doit s'emparer du sujet pour essayer d'y répondre au mieux. Merci. Écoutez, on va passer, vous répondez M. Perrochon et M. Sautour, parce que nous, on a encore 4 questions en suspens là. Donc on essaie de répondre. D'abord, est-ce que vous pouvez répondre rapidement sur les données chiffrées, parce que je vais vous demander, on ne va pas les énumérer, parce que sinon on va y passer la soirée, mais au moins très globalement, pour Madame, répondre aux questions posées. Vous aussi. C'est bon ? Oui. Non, je n'ai pas la réponse là, mais par contre, je peux vous la fournir effectivement si vous voulez qu'on échange là-dessus, il n'y a aucun souci. Sur ces données, on va avoir à la fois les logements qui sont concernés, mais on va aussi avoir les données sur en fait tout ce qui est équipement public, etc. Donc là-dessus, on va pouvoir vous répondre si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. La deuxième question concernant les ouvrages, en fait, l'idée c'est surtout aussi de faire avec l'héritage du passé. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été construits dans les années 80. L'idée, c'est pas forcément de construire des nouveaux ouvrages, mais c'est de travailler en fait sur l'existant et de voir en fait en gros si aujourd'hui, parce que ces ouvrages méritent aussi des fois de l'entretien, c'est-à-dire est-ce qu'on doit les pérenniser dans le temps ou pas, et c'est plutôt comment on gère ces ouvrages aujourd'hui qui sont présents sur les territoires. Et effectivement, nous au niveau du GIP, on accompagne les communes et les intercommunalités, mais c'est pas nous qui sommes décisionnaires. On a effectivement des recommandations et qui sont des recommandations partenariales, parce que l'idée c'est d'accompagner aussi les financeurs tels que la région qui financent en grande partie les stratégies locales. Donc effectivement c'est de donner d'accompagner les territoires et en fait quand on fait ces analyses de coûts-bénéfices, donc pour chaque enjeu, chaque secteur, l'idée c'est bien d'identifier en fait les enjeux qui sont identifiés et après derrière de voir le mode de gestion qui est le plus adapté. Mais pour cela en fait c'est une analyse coût-bénéfice, donc tout ça c'est chiffré. Et c'est ce qui permet d'aider à la décision. Donc, effectivement, si vous voulez avoir de plus amples informations, je crois qu'effectivement, il va falloir qu'on vous donne de la documentation pour satisfaire vos attentes. Monsieur Sautour, pour répondre à la deuxième question de Madame. Il y a eu plusieurs questions. Je vais essayer de ne pas les rater. La dernière, c'était comment on anticipe. C'est ça, on n'anticipe pas. J'ai fait le constat tout à l'heure, et ça fait X années qu'on le dit. Donc, qu'est-ce qu'on attend, quoi ? Enfin, à un moment donné, le métier que je fais pas ce métier-là pour voir la biodiversité se dégrader tous les ans et puis regarder comment les relations entre les organismes s'organisent après que ça a été dégradé. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Je l'ai fait avec d'autres idées. Bon, voilà, c'est le constat. Je jette la pierre à personne. Je fais partie aussi de ceux qui utilisent l'environnement et qui le perturbent. Mais on connaît l'état de notre environnement. Mettons-nous en situation. Et arrêtons de nous contenter de ce que l'on a mis en place. J'ai commencé par ça. J'ai dit si on ne l'avait pas fait, on n'en parlerait même pas de biodiversité. Bon, on l'a fait, on a bien fait de le faire. On se rend compte que ça accélère. Voilà, il faut à la fois qu'on arrive à prendre du temps parce que c'est extrêmement complexe. Il y a plusieurs facteurs qui influent en même temps. C'est très compliqué. Donc il faudrait qu'on puisse prendre du temps pour bien y réfléchir à cette complexité. Mais on est obligé d'aller vite aussi. Donc là, on est face à un défi, mais voilà, il faut qu'on s'en empare. Sinon, les scientifiques vont continuer à alerter. Et puis voilà, moi je suis bientôt à la retraite, d'autres prendront le relais. Donc ça, c'était une question. La deuxième question, c'est acidification. Alors, je réponds pour la Nouvelle-Aquitaine.
A priori, on n'a pas encore de problème en Nouvelle-Aquitaine pour ce qui concerne les organismes qui pourraient être impactés par l'acidification des océans. Les huîtres et les moules, par exemple. A priori, on ne le voit pas chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on le voit pas ailleurs. Cette acidification, elle est le fait d'une présence plus importante de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Bon, et on sait d'où ça vient, utilisation des combustibles fossiles et d'autres sources de carbone. Je rajoute ça juste pour indiquer que certains pays sont à deux doigts d'aller utiliser, d'aller exploiter les hydrates de méthane qui rajouteront une... Bon, voilà. Donc là, ce qu'on s'est anticipé, là, c'est que ça va s'aggraver. Et puis, les problèmes d'oxygénation, à l'échelle de l'océan mondial, c'est en milieu littoral, parce que c'est là que se concentrent les impacts. En milieu littoral, on a 300 zones qu'on appelle des zones mortes maintenant. Ce sont des zones en milieu littoral, donc dans lesquelles il y a tellement d'apports en ce qu'on appelle les engrais couramment. Il y a une forte production biologique et il y a une tellement importante production biologique que vous avez beaucoup de matière organique dans l'eau, beaucoup de bactéries qui la dégradent, qui pompent tout l'oxygène et ça fait mourir tout le reste. On appelle ça des zones mortes. Quand on les met bout à bout, c'est la surface des îles britanniques. Bon, nous, alors on n'est pas tout à fait dans cette situation, sauf que dans l'estuaire de la Gironde, on a des problèmes d'oxygénation qui deviennent récurrents l'été. Et ça, c'est lié à la combinaison du réchauffement des eaux, on a des eaux qui se réchauffent plus qu'auparavant, et à la remontée du bouchon vaseux. On a des particules qui sont plus concentrées. Et la combinaison des deux fait qu'on a régulièrement maintenant des périodes où on a des déplétions en oxygène, on appelle ça des hypoxies, qui peuvent poser problème aux poissons migrateurs en constituant une barrière chimique. Les organismes ne vont pas aller essayer de traverser une zone dans laquelle il n'y a plus d'oxygène. Et je crois qu'il y avait... Mais on va peut-être passer à une autre question, M. Sautour. On a d'autres interventions. Merci, merci pour toutes ces précisions très scientifiques. Bonjour à tous, Maxime Guéquière, je suis élu à la ville de Bordeaux et à Bordeaux Métropole. Et à ce titre, je siège au schéma d'aménagement de gestion de l'eau nappe profonde. Et donc, du coup, on a remis dernièrement un avis défavorable sur le projet Pure Salmon. Et donc, ma question s'adresse à Mme Cheruette. On est entouré au sein du SAGE nappe profonde d'hydrogéologues reconnus, compétents, c'est un conseil scientifique qui se réunit pour voir l'incidence du prélèvement des nappes superficielles salées sur les nappes profondes. Et donc, du coup, je suis curieux de savoir qui sont les hydrogéologues indépendants que vous avez sollicités. Et ensuite, j'ai une autre question concernant le projet Platane Grave. Je ne sais pas si je pense que vous avez pris le temps de lire le rapport du conseil scientifique de l'estuaire. Et donc, du coup, on a tous le même constat quand on lit ce rapport, qu'il faut arrêter de prélever des sables dans l'estuaire. Et donc, du coup, de donner une politique de dire on continue à prélever ces sables au fond de l'estuaire, c'est continuer à dire à tous les constructeurs allez-y, c'est open bar, on peut continuer. Il y a plein d'autres solutions que d'aller chercher du sable dans l'estuaire. On peut réutiliser, on peut diminuer notre consommation. Et donc, du coup, à mon sens, ce n'est pas un bon signal envoyé à toute l'industrie de l'extraction de sable et de grave que de dire... Enfin, vous m'avez compris. Et j'ai une dernière question rapide à destination de M. Sautour. L'estuaire a une réglementation assez légère, on va dire, par rapport à un tout petit ruisseau, dans le sens où le rejet dans l'estuaire n'est pas... les normes de rejet dans l'estuaire n'est pas forcément la même qu'un tout petit ruisseau. Ça paraît logique par rapport à la dilution. Et donc, du coup, dans l'estuaire, on peut rejeter énormément de polluants parce qu'on a un phénomène de dilution. Et est-ce que ce phénomène de dilution, les scientifiques l'étudient? Peut-être qu'on peut passer à Mme Cheruette, ensuite M. Régnier et ensuite M. Sautour. Vu les questions. Mais rapidement alors, puisque les questions sont longues, les réponses vont être... Alors, pour répondre à votre question, vous avez, le SAGE a émis un avis négatif
provisoire, puisque vous le savez, les dossiers n'ont pas été vous n'avez pas eu connaissance des dossiers. Vous avez émis un avis, on l'a lu, bien sûr, on le partage avec l'hydrogéologue agréé, expert auprès des tribunaux. On le partage, mais pour l'instant, ce n'est qu'un avis provisoire. Ce n'est pas un avis définitif, puisque les dossiers sont en cours d'instruction au service de l'État. Donc, du coup, on est comme vous. Hein. Nous, avec la différence qu'on a eu accès aux dossiers, parce qu'on les a demandés, on a eu accès aux dossiers. Et autant notre hydrogéologue a aussi émis un avis qui est modéré, qui rejoint le vôtre, puisqu'il l'a cité dans son avis, dans son rapport. Mais comme les dossiers, puisque vous ne l'avez pas eu non plus, les dossiers sont en attente, ils sont provisoires. Donc pour l'instant, on attend, on va voir. Ça a été... Pardon ? C'est un hydrogéologue qui a été directeur du BRGM. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Et puis, de toute manière, pour l'instant, c'est provisoire, on est bien d'accord. Je sais pas, vous me confirmez. C'est Monsieur Bichot. Voilà, il est à la Teste, il est connu, il travaille autant avec... il est reconnu, il est expert quand même. Donc, on a tendance, on le paye. D'accord. Et donc, Madame Cheruette, je crois que vous avez bien répondu. Voilà. On va passer La deuxième question, c'était pour l'extraction. C'est Monsieur Régnier qui C'était pour l'extraction des répond. granulats. Oui, c'est Monsieur Régnier qui va répondre. Oui. Pour l'extraction des granulats. D'accord. Donc, sur l'extraction des granulats, je ne m'attendais pas à ce qu'on me passe le micro sur l'extraction des granulats. C'est quoi la question? Excusez-moi. Non, mais l'extraction des granulats, le dossier suit son cours, mais je crois que c'était pas à moi que la question était posée, mais j'en profite. Alors, j'en profite juste parce que j'ai la parole sur la décarbonation et sur ce qui nous paraît important quand même au port de Bordeaux. Alors, c'est complètement hors sujet par rapport... Oui, c'est vrai, surtout que je voulais pour terminer, je voulais vous poser une autre question concernant ça, mais c'est pas grave. Est-ce que Monsieur Sautour peut répondre à votre dernière question? Non, parce que je regarde le monsieur, je ne le vois pas. Oui. Question, du coup, je ne sais plus. Hein, c'est les granulats? Ah oui, les contaminants. Alors, il y a des travaux qui sont faits depuis très longtemps sur le cadmium, par exemple, depuis le Riou Mort jusqu'en milieu marin, les différentes phases de ce contaminant, comment il est dilué, où est-ce qu'il est stocké, etc. À l'échelle de l'estuaire, il y a des travaux qui sont menés aussi, par exemple, sur les contaminants médicamenteux, depuis les zones d'émission, et puis le revenir dans l'estuaire. Donc ça, c'est des choses qui sont étudiées. C'est des personnes de mon laboratoire qui travaillent là-dessus. Granulat, si tu me permets, Georgette. Oui, vas-y. Granulat, il y a une chose qui est intéressante à propos de la demande qui a été faite pour le pratin de Grave, c'est qu'il y a un groupe de travail qui a été mis en place suite aux recommandations qui ont été faites, de manière à ce qu'il y ait un suivi de l'exploitation qui va néanmoins se faire, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, on peut ne pas être complètement satisfait des décisions prises, mais celle-ci, ce n'est pas anecdotique quand même. Et je vous rejoins sur le fait que cette utilisation de granulats, elle devrait beaucoup plus prendre en compte les solutions alternatives. Et si on ne les prend pas en compte, on sera toujours dans cette situation où il faut les trouver, quoi. Et si ce n'est pas là, c'est ailleurs. Hein. C'est un endroit où ça se voit un peu moins. Je vais poser... Excusez-nous, mais je crois qu'il va falloir qu'à un moment, on s'arrête. Et j'avais justement deux questions à poser à M. Régnier. D'une part, je vais me mettre ici. D'une part, c'est quoi votre question déjà? Oui, je voulais savoir si on a beaucoup... il y a des tables qui ont évoqué les énergies marines renouvelables.
Je voulais savoir, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous entrevoyez comme perspective, et surtout, on devait en parler également, qu'est-ce que vous avez comme action en termes de décarbonation sur tout le secteur pour favoriser justement une qualité des eaux de l'estuaire. Est-ce que ça, vous pouvez en parler? Et puis, on va peut-être terminer sur ces... parce qu'il est déjà l'heure. Sur? On va peut-être terminer sur votre intervention. Ah, merci. Parce que je vois que... Oui, sur les énergies marines renouvelables, je voulais juste te dire que nous, on accompagne bien sûr des industries qui aujourd'hui produisent du carbone. Et donc, on a une feuille de route sur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ça fait partie complètement du projet stratégique du port de Bordeaux. Donc, c'est un projet stratégique 2021-2025, c'est d'accompagner ces entreprises vers de la neutralité carbone. Alors, comment on fait ? Ça concerne les activités existantes qui sont le long de l'estuaire, qui ont besoin d'être décarbonées. Et pour les accompagner, il y a deux systèmes d'intervention des ports. Déjà, on s'est mis en consortium avec l'ensemble des ports de la Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir répondre à des appels à manifestation d'intérêt, pour avoir les infrastructures qui permettront de développer de l'éolien en mer à terme. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on accompagne des porteurs de projets. Par exemple, on a un projet sur la presqu'île d'Ambès qui est lié à de l'hydrogène. On l'accompagne pour pouvoir produire de l'hydrogène et permettre aux industries qui sont à proximité de se décarboner. Et produire de l'hydrogène, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, pour pouvoir produire de l'énergie, on a besoin d'un mix énergétique vert, décarboné. Et donc, on est très intéressé, bien sûr, par tous les développements qui peuvent se faire dans le cadre de ce débat public, notamment au niveau des énergies marines renouvelables. Je crois que tous les ports se préparent justement à ces perspectives nouvelles en termes économiques. Écoutez, je crois qu'il est l'heure. On me fait signe qu'il est 22 heures. Il est déjà bien tard. Je voulais quand même que vous remerciez et applaudissiez nos intervenants parce qu'ils ont fait vraiment un sacré exercice. Excusez-moi. Et puis aussi vous remercier parce que à cause de vos questions trop denses et trop productives, voilà, on est un peu frustrés. Il y a des personnes qui auraient voulu poser des questions, mais tant pis, ce sera pour la prochaine fois, pour la prochaine escale. Bonsoir à tous. Un dernier mot. Non, juste un dernier mot parce qu'il y a de la frustration, c'est évident, étant donné qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Je vous signale qu'il existe une plateforme participative sur laquelle vous pouvez déposer des avis, vous pouvez déposer des cartes, des contributions, je sais que certains l'ont fait dans cette salle, et vous pouvez également poser des questions qui sont destinées aux acteurs compétents. Donc si vous nous posez une question sur l'organisation de ce débat, eh bien, ce seront les membres de la CNDP qui vont vous répondre. Si vous avez des questions pour l'État, notamment sur le développement de l'éolien en mer, évidemment, ou sur d'autres questions comme les zones de protection forte, ou tout autre sujet qui vous intéresse, en tout cas, sachez que c'est une plateforme interactive. Vous créez votre compte, vous posez votre question et dans les 15 jours, normalement, vous avez une réponse. Voilà. Donc simplement pour rappeler que cette modalité existe et que c'est vraiment là où vous allez pouvoir effectivement continuer à interagir au-delà de ces sessions présentielles. Voilà, merci à tous.